L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour cher public. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement, une édition spéciale puisqu'elle se déroule en public au siège de KPMG France, au cœur du quartier de la Défense à Paris. Au micro, Perrine Lahaye. À mes côtés, Guillaume Le Panéraire, que vous connaissez bien. Guillaume, comme moi, anime l'économie autrement depuis sa création, il y a 4 ans déjà. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Perrine, bonjour à tous. Alors je rappelle à notre auditoire que l'économie autrement, c'est l'émission mensuelle de Radio KPMG qui est destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. L'émission de ce jour, elle est consacrée à l'égalité des chances, un des 3 principes qui régit notre République depuis la Déclaration des droits de l'homme. L'égalité des chances, s'il fallait en rappeler ce que c'était, vise à garantir à chaque individu les mêmes opportunités de réussite, quelle que soit son origine sociale, son âge, sa race, sa religion ou son sexe. Aujourd'hui, l'égalité des chances n'est cependant pas toujours une réalité, comme le montrent de nombreuses études. Heureusement, des bonnes volontés œuvrent à cette égalité des chances et on a le plaisir d'en accueillir 3 invités qui agissent diversement à cette fin et qui croiseront leurs regards et leurs expériences dans le cadre d'une table ronde qui s'annonce très intéressante. Au sommaire de l'économie autrement de ce jour, pour commencer, l'édito à 2 voix aujourd'hui avec 2 associés de KPMG, Bernard Bazillon, responsable du secteur de l'économie sociale et solidaire, et Erwan Carrier, en charge du secteur de la santé au sein de notre activité de conseil. Et ensuite, à la table ronde, nos 3 invités, Tony Bernard, directeur général d'Impact Tank, Mehdi Cornillet, fondateur et directeur de l'école Empower College, et Khalid Ima, du fonds de dotation de KPMG France. Un grand merci au public d'être parmi nous aujourd'hui. Ouvrons cette émission avec messieurs Bernard Bazillon et Erwan Carrier pour l'édito. C'est à vous. L'édito. Pour parler d'égalité des chances, nous allons évoquer l'inégalité des chances en France selon 4 chiffres clés. Donc le premier, c'est 3e. C'est le rang de la France dans le classement des 28 pays de l'OCDE dans lequel le milieu social a la plus grande influence sur les performances scolaires. En d'autres termes, pour avoir de bonnes notes à l'école en France, le plus efficace est encore de venir d'un milieu social privilégié. Le deuxième chiffre, c'est 25. Un jeune vivant en Île-de-France a 25 fois plus de chances d'intégrer une grande école et 83 fois plus de chances si son père en a intégré une avant. Le troisième chiffre, 57% des enfants de cadres sortent diplômés d'études du supérieur contre 8% des élèves dont les 2 parents sont ouvriers. Depuis des années, tout ce qui vise à promouvoir l'égalité des chances, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, a été l'objet autant de louanges que de critiques. Et l'on compte moins d'insuccès que de réussites dans les politiques de la ville, les politiques éducatives, celles d'accès aux soins ou les actions de discrimination positive. Mais combien de luttes, combien de personnes à convaincre, combien d'oppositions stériles qui parfois ont su emporter la décision. Un constat, Bourdieu n'est pas mort. La reproduction sociale reste encore une réalité prégnante aussi bien dans nos villes que dans nos villages. C'est un fait en France selon le média Care News Pro. En 2023, les fils et filles d'ouvriers constituent seulement 10% des étudiants à l'université, 7% dans les classes préparatoires aux grandes écoles et 2% dans les écoles normales supérieures. Face à cet enjeu de taille, les associations donnent le cap. Le travail associatif de terrain, en fait, reste irremplaçable, notamment lorsqu'il s'agit de réduire les inégalités et les discriminations. Comme l'annonce dans cette tribune la coalition de l'ascenseur, constituer un maillage associatif dense et solide sur un champ d'action précis, celui de l'égalité des chances, permettra de démultiplier les ressources, de préciser et d'affiner l'accompagnement des bénéficiaires en fonction de leur profil, de leurs besoins. La coalition rassemble toutes les associations, fondations d'entreprises et collectivités qui souhaitent se mobiliser pour plus d'égalité des chances dans notre pays. Enactus, par exemple, l'association Enactus fait partie de la coalition de l'ascenseur. Quelle solution alors mettre en avant ? Break Poverty et sa directrice générale, Valérie Daher, a identifié en 2023 une solution, le mentorat. Je voulais m'attarder sur le mentorat. Qu'est-ce que le mentorat ? C'est une relation interpersonnelle bénévole entre un jeune et son mentor, relation qui est construite autour d'objectifs individualisés et qui souvent va s'orienter autour de l'accompagnement scolaire, de l'accompagnement académique et de l'insertion professionnelle. Le mentorat vise à développer la confiance en soi, l'autonomie et l'épanouissement du jeune. En pratique, ce sont des associations qui gèrent le mentorat des jeunes et plus spécifiquement ceux de l'aide sociale à l'enfance. Ici, les mentors sont des personnes majeures, des étudiants, des salariés, des bénévoles, des retraités qui vont rencontrer le jeune de manière régulière.
En général, 1 fois par semaine, 2 fois par mois et qui, en fonction des objectifs du jeune, vont l'aider à préparer son bac avec méthode, à faire ses devoirs de maths, à préparer ses vœux sur Parcoursup et à réfléchir à son orientation professionnelle. Ces mentors peuvent aussi aller visiter un musée pour sortir le jeune de son milieu et lui ouvrir de nouveaux horizons. Break Poverty a également contribué à inscrire le droit au mentorat, fameux droit au mentorat, dans la loi Taquet de 2022 et donner aujourd'hui le droit à chaque jeune protégé par l'aide sociale à l'enfance de bénéficier du soutien d'un mentor dans son parcours. Une façon qui semble efficace pour lutter contre l'inégalité des chances. Un des principaux enjeux des questions sociales de demain réside dans l'incapacité, voire l'impuissance publique, pour des raisons financières essentiellement, à combler les failles visibles et invisibles. Le tissu associatif, Bernard l'a dit, est présent, mais il doit continuer de se solidifier. C'est également la responsabilité des entreprises, et notamment des entreprises à mission, de combler ces trous de plus en plus béants. Il faut du courage, de l'abnégation, des convictions, des idées pour soutenir celles et ceux qui, par leur naissance ou leur parcours de vie, ont eu moins de chance que les autres. C'est à ce prix seulement, que le principe d'égalité pourra demeurer sur le fronton de nos bâtiments publics, pour peu que les autres valeurs de liberté et de fraternité demeurent intactes. Place désormais à notre table ronde en compagnie de Tony Bernard, Mehdi Cornillet et Khalid Ima. Nous allons nous interroger sur la manière dont l'égalité des chances permet à toutes et à tous de se réaliser professionnellement grâce à ses compétences. Je m'adresserai d'abord à vous, Tony Bernard. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Impact Tank, un think tank dédié à la mesure d'impact des innovations sociales. Tony Bernard, l'égalité des chances est un sujet très large. Accès à l'éducation, à la culture, à l'emploi, l'égalité femmes-hommes. Quelle définition lui donneriez-vous aujourd'hui ? Bonjour à tous. L'égalité des chances, elle vise à donner à chacun les mêmes possibilités d'atteindre les positions sociales dans la société. Tocqueville disait que les maîtres pourraient devenir les serviteurs et les serviteurs des maîtres. Et puis, l'égalité des chances, c'est aussi une histoire de la lutte contre les inégalités scolaires qui est historiquement portée par l'école, avec toute une série de lois depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui pour progressivement ouvrir l'école, la rendre gratuite et obligatoire pour toutes et tous. Alors, il y a eu plusieurs processus pour arriver à rendre obligatoire pour tous et pour toutes, jusqu'à l'objectif de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat en 85. C'était Jean-Pierre Chevènement qui l'avait annoncé. Et puis ensuite, dans la loi Jospin de 89, jusqu'à l'objectif de 60% d'une classe d'âge. Alors, on n'y est pas encore à l'université, dont 50% en licence, sous François Hollande. Et puis, en 2015, et puis jusqu'à l'obligation en 2017, grâce à Jean-Michel Blanquer, de la formation jusqu'à 18 ans. Donc, l'égalité des chances, ce sont des politiques publiques. Et puis, ce sont aussi des actions d'entreprises et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que disait juste avant nous Bernard et Erwan. Mais parler d'égalité des chances, c'est parler de méritocratie. L'école moderne, d'ailleurs, est fondée sur cet idéal de méritocratie qui ne vise pas l'égalité scolaire, mais qui vise l'établissement d'inégalités sur une base juste, sur le mérite. Mais ce concept, il agit quand même comme une fiction, on le voit tous les jours. D'ailleurs, celui qui a forgé ce concept, Michael Young, le sociologue, dans les années 50, parlait d'une fiction, puisque elle se confronte à la rigidité de la société, du marché du travail. Le quand on veut, on peut, se confronte dans le réel à des réalisations qui trahissent l'intention initiale de la méritocratie. Voilà comment je définirais l'égalité des chances en tant que DG de l'Impact Tank. Si je dois la définir vis-à-vis de mon parcours, puisque je suis aussi issu de cette inégalité des chances, si je dois la définir plus charnellement, plus sensiblement, je dirais que quand un jeune issu d'une famille d'ouvriers se lance dans des études supérieures, on pourrait définir l'égalité des chances d'abord comme un manque de croyance en l'avenir. Quand on se rend compte au quotidien de la violence des différences entre les capitaux sociaux, économiques et culturels, on a du mal à croire en l'avenir. Et je crois aussi d'ailleurs que les contestations sociales qu'on a connues avec les Gilets jaunes il y a quelques années, ou plus récemment, partagent aussi cette idée d'appropriation de leur destin social. En tout cas, il y a un vrai manque, et le rôle du politique est important pour rebâtir un narratif positif autour du destin social et sur la capacité à croire en l'avenir et en l'impossible, en quelque sorte. C'est aussi un manque, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit quand on est un jeune, un manque, on a l'impression, de volonté politique et de volonté du monde de l'entreprise.
parce que le poids des diplômes aujourd'hui fait que les entreprises, même si elles diversifient leur recrutement, on va en parler après, recrutent encore, et en tout cas à mon époque, quand je suis sorti de l'université, recrutent encore sur la base du poids des diplômes. Et puis enfin, je dirais que l'égalité des chances se vit quand on est un étudiant à travers les conditions matérielles. En 2016, l'étude Conditions de vie des étudiants montrait que la grande majorité des décrocheurs décrochaient parce qu'ils ont un job en même temps de leurs études qui fait concurrence aux études. Alors, je reste avec vous, Tony Bernard. On le comprend que c'est un sujet ancien, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet relativement large, avec, on l'anticipe, effectivement, une multitude d'acteurs qui interviennent en faveur de l'égalité des chances. Quand on est directeur général d'Impact Tank, qui travaille justement sur notamment l'évaluation, la mesure d'un impact social et notamment des dispositifs et des actions qu'ils ont mis en place dans le cadre effectivement de l'égalité des chances, comment arrive-t-on à dresser un état des lieux, à la fois des actions, des dispositifs, mais aussi des acteurs qui les portent? Et puis, la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que tous ces gens-là, toutes ces actions-là sont mises en place de manière coordonnée pour permettre effectivement à une meilleure efficacité? Alors, on a en effet à l'Impact Tank mené un groupe de travail dont le rapport sera rendu public dans quelques mois sur l'égalité des chances et la mesure d'impact. J'ai donné l'idée de l'appeler « L'école ne peut pas tout ». Et on a fait une revue de toutes les évaluations des politiques publiques menées par l'État depuis 2007 jusqu'à 2023, à la fois sur la lutte contre le décrochage, sur l'accès à l'information et la lutte contre le sentiment d'autocensure, sur l'orientation au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, sur la valorisation des filières pro, sur pas mal de sujets. Et on s'est rendu compte que d'abord, il y a dans ce panorama deux enseignements. D'abord, une grande complexité dans la mise en œuvre des politiques et des programmes d'égalité des chances. Vous avez un État qui impulse la politique d'égalité des chances, à la fois avec les grandes réformes, les grandes circulaires, les grandes orientations. Et puis, une très grande complexité de mise en œuvre au niveau des collectivités locales, parce que d'abord, il y a des chevauchements de compétences. On parle de millefeuille administratif. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale en 2023, du député Thomas Cazenave notamment, qui montre comment les collectivités et l'État ont du mal à se partager les compétences. Certains acteurs, notamment les régions et les rectorats sur le domaine de l'orientation, se partagent difficilement ces compétences. Il y a un éclatement des acteurs dans les territoires avec beaucoup plus qu'avant de personnes dans l'éducation nationale et dans le système éducatif qui travaillent sur l'orientation, sur l'aide aux élèves. On a les psychologues de l'éducation nationale qui partagent certaines missions avec les enseignants, avec les CPE, etc. Et puis les acteurs privés qui s'immiscent aussi dans les failles de l'orientation. C'est-à-dire que les perdants des procédures d'orientation comme Affelnet ou comme Parcoursup sont récupérés par des acteurs privés qui proposent des diplômes qui souvent ne sont pas reconnus par l'État et dont la qualité des enseignements n'est pas totalement validée et qui prennent en premier lieu les jeunes issus de familles défavorisées. Donc une grande complexité dans la mise en œuvre avec aussi des différences de diffusion des politiques éducatives dans chacun des établissements puisque chacun des établissements ayant une certaine autonomie peuvent réinterpréter des textes. Ensuite, dans ce panorama, on s'est rendu compte qu'il y avait un rôle important aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui jouent un rôle important dans l'innovation sociale pour essayer de porter des projets locaux d'accompagnement ou d'insertion qui, grâce à leurs mesures d'impact, peuvent ensuite prouver l'impact qu'ils ont à leurs bailleurs, privés ou publics, et puis passer à l'échelle, c'est reproduire ailleurs, dans d'autres territoires, en prenant soin de contextualiser la mise en œuvre des programmes et en essayant d'accompagner, comme le font mes collègues autour de moi, plus de jeunes. À côté de ces acteurs de l'économie sociale, il y a aussi des acteurs privés, donc, qui interviennent, les entreprises, avec évidemment du mécénat, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. KPMG intervient beaucoup sur ces sujets, du mécénat de compétences, avec du mécénat financier, à travers l'engagement aussi, la RSE. Les entreprises sont de plus en plus interpellées pour s'engager dans le contexte aujourd'hui d'abord d'entrée en vigueur de la directive européenne CSRD, mais depuis notamment 2019 et la loi Pacte, les entreprises s'investissent davantage sur ces sujets d'éducation et d'égalité des chances. Et puis, les fondations privées, 90% d'entre elles travaillent sur les sujets d'éducation et de changement de normes sociales. Donc, on a un panorama d'acteurs qui, à la fois, acteurs privés et associatifs, essaient de
pallier les manques de la puissance publique. La puissance publique qui fait beaucoup de choses, on en parlera après, mais qui évidemment est confrontée à la complexité sur le terrain. Et puis, évidemment, je dirais qu'ils sont pas suffisamment coordonnés. Et l'enjeu de la mesure d'impact, c'est aussi de pouvoir accompagner tous ces acteurs à se mettre d'accord sur les mêmes indicateurs pour savoir ce qui compte vraiment et pour pouvoir améliorer ou augmenter leur collaboration. Mehdi Cornillet, je me tourne maintenant vers vous. Au regard de votre parcours, à la fois personnel et professionnel, l'égalité des chances, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ça pourrait évoquer le fait que ça puisse, d'une part, exister. Enfin, pour revenir sur mon parcours personnel, je suis né à Trappes, de parents n'ayant aucun diplôme. Ma mère sait à peine lire le français, mon père ouvrier non qualifié le jour, homme de ménage la nuit. Et donc, on pourrait dire que finalement, ça peut marcher parce que j'ai fait prépa, j'ai fait HEC. On pourrait dire que finalement, en France, tout le monde peut réussir. C'est peut-être vrai. Après, justement, le syntagme égalité des chances pose le problème de ce mot chance. Il faut avoir la chance de rencontrer des profs qui nous ont guidés vers la bonne filière. Il faut avoir la chance d'avoir trouvé le recruteur qui se dit « Bon, ce profil-là ne ressemble pas à tous les autres, mais je vais le prendre ». Il faudrait avoir la chance de tomber sur un sujet de concours qui nous convienne en culture générale, en maths, en philosophie. Bon, ce qui a été mon cas, sinon je ne serais probablement pas rentré à HEC, j'aurais peut-être un peu moins bon, un peu moins bien. Mais le vrai sujet de tout ça, c'est que on a effectivement, moi je préfère le mot égalité d'opportunité, parce que finalement c'est pas la chance de le saisir, mais c'est vraiment le terme opportunité que j'aime beaucoup en tout cas à titre personnel. Et effectivement, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Tony, qui était très complet sur le panorama des acteurs, mais il y a peut-être une boucle qui manque et qui, à mon sens, un impact très fort sur les jeunes qui s'orientent aujourd'hui, c'est l'aspect réseaux sociaux, médias, qui sont des canaux qui sont souvent bien plus consommés par ces jeunes lycéens que les acteurs qu'on vient de mentionner juste avant. On peut le déplorer, mais c'est aussi ce qui, à l'époque, m'avait poussé à créer des médias en 2014, quand j'étais encore en prépa. Ce groupe média s'appelle To Empower et on avait créé un média qui s'appelait Major Prépa où je m'opposais à la perversion du principe méritocratique des classes préparatoires qui de plus en plus devenait oligarchique. Par exemple, si on avait les moyens de se payer des préparations privées au concours, on pouvait par chance tomber sur des jurés de concours d'admission des très grandes écoles qui avaient les sujets qui, lors d'euros d'entrée de mathématiques, le mien, par exemple, reprenait le sujet à la fin alors qu'on devait les jeter pour les filer à ses étudiants qu'il avait en prépa privée. Je m'étais engueulé avec lui. J'ai eu 7, mais en tout cas, ça n'a pas empêché de rentrer et de réussir mon concours. Mais il y a un vrai sujet sur le fait de pouvoir rétablir une forme d'égalité des chances. Et finalement, avec ma première aventure dans le monde du média, avec notamment Major Prépa, on avait cet aspect d'aller chercher, de produire des contenus qui étaient attirants pour les étudiants. Si je reviens en 2016, Facebook était à son apogée chez les lycéens. C'était une période qui nous semble aujourd'hui très lointaine. Mais les médias étudiants parlant des grandes écoles n'avaient même pas de page Facebook. C'était dingue. Alors que des écoles privées qui n'ont pas cette logique d'ascension vers des grandes écoles, elles étaient d'ores et déjà présentes dessus. Et donc, il y a un vrai sujet concret et opérationnel de comment on atteint ces jeunes qui, parfois, sont identifiés par des associations qui font un super travail, mais comme on discutait tout à l'heure avant de tourner, mais effectivement, quand on va soutenir, comme ce que fait KPMG, une cinquantaine de lycées, il y en a peut-être des milliers qui ne sont pas dans le scope et qu'on ne peut qu'atteindre par la production de contenu média, par le fait de donner cette émission à des professeurs de lycée, peut-être, pour susciter des vocations, ou à des profs ou à des étudiants. Mais on a un vrai sujet d'atteindre à l'échelle ces jeunes-là. Et c'est peut-être l'enchaînement avec la question qui suit que je peux faire là. J'allais vous poser la question. Alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes en train de créer une école, l'Empower College, qui est, synthétisons un petit peu, une sorte de passerelle entre effectivement ces lycées et ces grandes écoles, avec une première promotion qui devrait débuter à la rentrée en septembre. C'est peut-être l'occasion effectivement de nous en dire un peu plus. Complètement. Alors du coup, après avoir fait 9 ans dans le média d'orientation, je me suis séparé de ces activités-là que j'ai laissées à mon associé qui fait toujours les choses très bien. Et j'ai décidé de créer une vraie infrastructure de mobilité sociale en se disant qu'aujourd'hui, on a un vrai gap entre des lycéens qui parfois sont pétris d'ambition et la réalité d'algorithmes tels que Parcoursup qui, quand on ne rentre pas forcément
correctement ses vœux, peut les casser. Et c'est le cas dans tous les mois de juin depuis l'entrée en vigueur de cette plateforme. Et il y a un vrai enjeu, c'est aussi que on a eu, alors je ne fais pas de jugement, mais c'est une réforme qui est ce qu'elle est, où on a interdit l'accès, alors je parle du côté école de commerce, aux classes préparatoires aux grandes écoles, à des étudiants qui n'auraient pas suivi d'enseignement en mathématiques en terminale. Ce qui a mené statistiquement à une baisse très forte du nombre de boursiers en prépa. Si on reprend les chiffres du concours BCE en 2023, on a eu 16% de boursiers en moins contre seulement moins 5% de non-boursiers. Et pire encore, ou alors pas de hiérarchie, mais on a eu aussi 13% de jeunes filles en moins contre seulement moins 4% de garçons. Et donc on a vu un impact très fort ces dernières années du fait que finalement dans des milieux sociaux on nous dit pas continue à faire des maths en terminale, tu pourras aller en prépa et faire des grandes écoles. On a une dichotomie de choix qui s'opère dès la fin de la seconde, où on demande aux étudiants de faire leur choix. Et donc, mécaniquement, statistiquement, les grandes écoles deviennent plus discriminantes qu'auparavant. Et donc, ces grandes écoles perdent ces profils. Donc, c'est le constat que j'ai pu faire, moi, lors de mes dernières années dans le monde du média. De l'autre côté, on a un secteur qui est en plein essor, c'est le monde des écoles en alternance. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 18 ans, on se dit je peux avoir mon premier salaire. Quand on a des parents, les miens gagnaient le SMIC, donc si à 18 ans j'avais pu ramener un salaire à la maison, on m'aurait probablement dit fais ça. Sauf qu'aujourd'hui, les écoles en alternance qui se sont développées à fond depuis la réforme de 2018 qui libéralise totalement le secteur et permet à n'importe qui de créer son école en alternance, a vu l'arrivée d'acteurs qui aujourd'hui sont très attirants pour ces jeunes issus de milieux populaires. Il y a des très belles histoires dans le monde de l'alternance. En revanche, personne ne s'est dit je vais faire le pari de prendre ces jeunes-là et de les mener en grande école. Et moi, avec l'univers du média, je pouvais constater que les concours d'admission sur titre, donc hors classe préparatoire des grandes écoles de commerce, avaient de moins en moins de candidats. Pourquoi ? Parce qu'un jeune aujourd'hui se dit je suis dans mon école en alternance en post-bac, je peux faire 5 ans, sauf que j'ai un master et non pas un vrai master reconnu par l'État. Et donc là, c'est tout un sujet de sémantique, mais aussi de reconnaissance du diplôme et de carrière que cela ouvre pour ces jeunes-là. Donc d'un côté, des grandes écoles qui n'ont de moins en moins d'étudiants, de l'autre, des jeunes qui sont de plus en plus attirés par l'alternance. Et donc je me suis dit, je vais faire le lien entre les deux en créant une forme de prépa professionnalisante où on va chercher des jeunes qui n'auraient jamais pensé à faire des grandes écoles. On les prend, donc là on aura notre première promo en septembre, on les prend et on les mène à travers pas mal de dispositifs qu'on abordera plus tard, à intégrer des grandes écoles par une préparation notamment gratuite au concours AST. Et nous, c'est pas très grave, on fera que 2 ou 3 ans de revenus avec eux, pas 5. Alors oui, économiquement, c'est un choix complètement débile, mais on préfère les préparer à intégrer des grandes écoles, parce que statistiquement, un étudiant qui sort d'une grande école, si on regarde les enquêtes statistiques de salaire à la sortie, qui ne sont pas forcément réelles, parce qu'on sait que les écoles ont tendance un peu à gonfler des chiffres, mais on en a fait dans le média, et donc on peut voir qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort d'une école du top 15, grosso modo, est dans le top 10% des revenus de sa classe d'âge à 28 ans. Et donc là, pour ce faire, si le sujet vous intéresse à titre personnel, écrivez Michael Siksik INSEE. Il fait des statistiques folles depuis fin 2022 sur les sujets de mobilité sociale, avec une mesure du revenu de chaque percentile de la population, avec des mesures aussi de quintile de mobilité sociale. Par exemple, aujourd'hui, quand on a des parents qui sont issus du premier quintile à 28 ans, on a 32% de chances de faire partie encore de ce premier quintile, tandis que quand on est issu du dernier quintile, donc en théorie, on devrait avoir 20% de chance d'être dans le premier, mais on n'en a que 12. Et donc ça, c'est plein de statistiques qui sont géniales et qui finalement montrent que le passage par une grande école permet statistiquement de le faire. Et donc, c'est l'objectif que je donne avec Empower College, c'est d'initier 10 000 trajectoires d'ascension sociale en 10 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire du moins. Tony Bernard, pour rebondir sur les propos de Mehdi, sur l'accès à l'information pour les jeunes, sur leur choix d'orientation, pour les aider à mieux se projeter vers un métier, est-ce que les collégiens, les lycéens sont les bonnes cibles et surtout les seuls ? Oui, c'est les bonnes cibles parce que, enfin, c'est pas les seuls, mais c'est quand même une bonne cible parce que c'est à ce moment-là qu'on réfléchit à son orientation. Il y a les stages de 3e qui déjà constituent un premier décrochage entre les enfants issus de familles favorisées et défavorisées. Mais c'est pas les seuls parce que l'égalité des chances commence dès la petite enfance. Il y a un bouquin qui est sorti il y a peu de temps de Bernard Lahire qui s'appelle Enfance de classe, qui montre comment ça se constitue entre 0 et 3 ans. Et à 4 ans, les enfants de familles défavorisées ont entendu 30 millions de mots en moins que les enfants de familles favorisées. Il y a un super rapport de Terra Nova également qui
sur lequel on a travaillé pour notre groupe de travail, qui montrait que 1 euro investi pour la petite enfance, c'est 3 euros économisés sur la lutte contre l'échec scolaire. Et en ce sens, les lieux d'accueil de ces jeunes enfants, les crèches, etc., pourraient aussi être, ça fait partie des recommandations qu'on va porter, pourraient aussi être des lieux d'éducation pour essayer de rattraper ces retards, en tout cas de compenser les inégalités. Donc, il y a aussi la petite enfance. Et à la fin de la chaîne, je dirais, à la fin du process, il faut aller plus loin que le mentorat. Alors, évidemment, c'est un premier pas très positif, mais il faut aller un petit peu plus loin que le mentorat, que les stages et que l'alternance. Il faut pouvoir convertir ces alternants en recrutement inclusif. On a un deuxième groupe de travail qu'on mène en parallèle de celui sur l'égalité des chances qui s'appelle diversité des origines en entreprise, et où on étudie la mesure d'impact de la diversité des origines à la fois sociales, culturelles, géographiques et ethniques dans les entreprises françaises. Et on se rend compte que la grande majorité des entreprises sur lesquelles on a travaillé privilégient les partenariats avec les associations qui travaillent avec les collégiens ou les entrepreneurs sociaux qui travaillent avec les collégiens et les lycéens, mais très peu, 11%, il me semble, se concentrent sur des ressources humaines plus inclusives. La plupart mettent leur temps, leur énergie sur des activités externes au process de recrutement, et donc les journées de sensibilisation, par exemple, en effet, on en parlait, le mentorat, et seulement 25% ont des activités de recrutement inclusif. Et on a distingué 4 types d'actions de l'entreprise dans lesquelles il peut y avoir des activités inclusives. Ça va être les actions en effet de sensibilisation, c'est-à-dire avant le recrutement, l'orientation, les actions pour favoriser l'augmentation de l'employabilité, le recrutement en tant que tel, et puis, à la fin, c'est l'évolution de carrière. C'est-à-dire que cette diversité des origines sociales ou autres doit aussi se travailler à tous les étages de l'entreprise, si je puis dire. C'est-à-dire aussi auprès des cadres dirigeants, des COMEX, des COMEX-1. Donc, oui, les collégiens et lycéens sont une cible importante, mais il faut aussi s'intéresser avant et puis surtout après. Il y a un point qui me taraude depuis tout à l'heure. On va revenir un petit peu dessus. On comprend qu'il y a des associations, des structures publiques, parapubliques, privées, qui viennent effectivement s'insérer, vous l'avez dit, dans les différentes interstices que laisse libre, effectivement. Mais finalement, est-ce que l'égalité des chances ne devrait pas être portée presque exclusivement par l'école? Puisque aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'on crée effectivement une inégalité des chances en fonction effectivement de l'offre territoriale, en fonction de l'offre associative. Un collégien, un enfant de primaire en Bretagne, en Aveyron, aurait moins de chances potentiellement du coup qu'un même élève à Paris, avec une offre associative privée, publique, beaucoup plus large. Quelque part, vous avez dit, l'école ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Comment vous réagissez par rapport à cette situation-là? D'abord, il y a un vrai sujet de mesure d'impact. C'est-à-dire qu'on est en effet un think tank de la mesure d'impact. On a travaillé sur ce groupe de travail, sur le croisement de données et le croisement d'indicateurs utilisés à la fois par les pouvoirs publics dans l'évaluation des politiques publiques et puis par le secteur associatif. Et tout à l'heure, Bernard parlait de l'ascenseur. En effet, le collectif de l'ascenseur et les associations de l'égalité des chances sont plutôt matures sur la mesure d'impact en France. Mais mesurer pour mesurer, ça ne sert pas à grand-chose. Lorsqu'on mesure son impact, c'est pour l'intégrer à sa prise de décision. Et ce qu'on a remarqué dans les politiques publiques, c'est que d'abord les évaluations sont rares, soit elles n'existent pas, soit en tout cas on n'arrive pas à les trouver. Et puis lorsqu'elles existent, elles se confrontent à 2 problèmes. D'abord, elles sont réalisées très rapidement, et donc il y a un décalage entre le temps de la recherche et le temps politique. Les réformes sont organisées à un rythme très soutenu. L'État fait beaucoup de choses pour l'égalité des chances. Et puis, et donc il y a un temps d'appropriation des mesures par les enseignants. Par exemple, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les REP et REP+, par Jean-Michel Blanquer, il faut avoir le temps de pouvoir changer sa pédagogie, etc.
donc d'une part le temps d'appropriation et évidemment ensuite les effets sont aussi sur le long terme. Quand on réforme l'orientation, les effets sont visibles 10-15 ans après. Et d'ailleurs, sur l'exemple du dédoublement des classes de CP et CE1, il y a une première évaluation qui a été réalisée, je n'ai plus la référence en tête, mais qui avait été réalisée juste après l'évaluation, qui ont montré des résultats assez mitigés. Les médias s'en étaient saisis pour dire que ça fonctionnait mal. Il y a une deuxième évaluation qui a été réalisée sur un temps plus long, qui montrait que c'était plutôt positif. Et là, les médias ne s'en sont pas vraiment saisis. Mais donc, il y a d'abord un sujet d'évaluation. Il faut les faire, il faut penser les politiques publiques avec ce souci d'évaluation. Et après, donc, il faut intégrer l'évaluation à la prise de décision. Je pense notamment aux sanctions pécuniaires pour l'absentéisme scolaire. Il y avait la loi Ciotti en 2010 qui avait proposé la suspension des allocations familiales pour les familles d'élèves décrocheurs. Et une évaluation avait été réalisée par la DEP, la direction de l'évaluation de la prospective, la performance et la prospective, et de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale de Créteil, qui montrait que la mesure avait non seulement peu d'effets positifs, pas d'effets positifs, mais en plus, elle empirait les situations. Et donc, la loi a été abrogée en 2013 sous Vincent Payon pour marquer, évidemment, prendre une décision en faveur de l'abrogation parce que l'évaluation montrait que les effets étaient négatifs. Donc, il faut mieux mesurer et ensuite prendre des décisions en fonction de ces évaluations d'impact. Et donc, l'école ne peut pas tout. Toute la massification de l'enseignement scolaire a amené à faire émerger aussi le concept d'échec scolaire, avec en effet le poids du diplôme qui est très important. C'est-à-dire qu'on va recruter prioritairement des étudiants issus de grandes écoles. Et puis, avec un deuxième effet, qui est le fait que pour atténuer les inégalités et atténuer l'échec scolaire, il faut travailler sur d'abord la longueur du tronc commun, ce sont les travaux de François Dubé qui le montrent, et puis sur la ségrégation sociale et scolaire. Et l'école ne peut pas tout parce que, d'abord, c'est aussi un projet de société plus large. Parce que l'école reproduit les inégalités, mais les inégalités préexistent à l'école. Et donc, travailler sur les inégalités sociales plus largement permet ensuite de limiter et de réduire la reproduction de ces inégalités. Pareil pour la mixité sociale dans les établissements. En réalité, la mixité sociale, elle découle de la très faible mixité résidentielle et de la ségrégation des quartiers. Et dans tout ce complexe, les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire agissent beaucoup. Dans nos travaux, on se rend compte que c'est 76% des acteurs hors école sont issus de l'ESS. Et ils vont agir en effet sur l'orientation, sur le mentorat, parce que ce sont des missions qui font facilement l'objet de délégation de la part de l'éducation nationale, parce que c'est plus simple à mettre en œuvre que les rythmes scolaires, parce que c'est l'État. Et les entreprises agissent à la fois par le biais, en effet, du mentorat, du mécénat et de la RSE, et agissent aussi parce que c'est potentiellement, pour les nouveaux métiers, on voit ça beaucoup sur les métiers techniques et professionnels, qui embauchent beaucoup, et aussi sur les nouveaux métiers de l'IA, du numérique, qu'elles investissent aussi une potentielle main-d'œuvre. Peut-être avant de passer à un autre sujet, Mehdi, j'aimerais bien quand même vous entendre sur le rôle de l'école également. Quel est votre regard ? Alors, je crois que Tony a dressé une typologie très complète des acteurs qui pouvaient intervenir à côté, et je pense que je n'aurais l'air qu'idiot à enchaîner après ce que Tony vient de dire. Alors, zappons cette question. Voilà. Allez, c'est parler d'école, parlons un peu d'entreprise. On se tourne maintenant vers Khalid. Khalid Dima, vous êtes délégué général effectivement du fonds de dotation KPMG, c'est l'ex-fondation KPMG. KPMG s'investit de longue date auprès des jeunes dans leur parcours de formation à travers ce qu'on appelle le parcours des lycées de la réussite, depuis une dizaine d'années. Pour me corriger, justement, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce dispositif et comment il fonctionne ? Avant de l'expliquer, je voudrais effectivement revenir sur ce que disait Mehdi juste à gauche. J'aime beaucoup le terme d'égalité des opportunités. Parce que je pense que ça résume bien ce qu'on essaye de faire au niveau de KPMG avec les lycées de la réussite, qui est un programme qui a été créé au milieu des années 2000, suite à une prise de conscience au plus haut niveau de l'entreprise. Et c'est aussi beaucoup d'entreprises qui ont développé ce type de programme par la suite. C'est l'idée de se dire que en 2007, on est quelques semaines, quelques mois après des événements qui ont marqué la France, justement,
qui partent aussi de ces enjeux d'inégalité des chances. Et la volonté était de se dire que l'entreprise avait un rôle assez important à jouer pour favoriser la réussite éducative et professionnelle des jeunes. Et les lycées de la réussite, c'est une idée simple, c'est l'idée d'ouverture de l'entreprise à des jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville et qui sont sur des filières professionnelles. Parce que souvent, malheureusement encore aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans ces filières qui non seulement ont moins d'opportunités que les autres, mais sont aussi dans une perspective d'autocensure. La phrase souvent qu'on entend, c'est « je ne savais pas que c'était fait pour moi ». Je ne pensais pas que je pouvais obtenir un stage à la Défense. Et donc, les lycées de la réussite, c'est ça. C'est aujourd'hui 51 lycées qui reposent sur l'idée d'accompagner des jeunes à travers des dispositifs de parrainage. Donc, on va accompagner des jeunes sur ce qu'on appelait avant les soft skills, mais qui ne sont plus considérés comme soft skills puisque ce sont des compétences intrinsèques au monde de l'entreprise aujourd'hui. Mais on va les accompagner aussi sur des projets liés à leur parcours éducatif. Et donc, on a des lycéens de filières professionnelles, on a des BTS en comptabilité-gestion, en support à l'action managériale, et on va parrainer ces classes sur le temps long. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'on parlait d'impact tout à l'heure. L'impact, il est sur le temps long. On accompagne des jeunes de la seconde à la fin du BTS et même après. Et ça, c'est important aussi parce que justement, tout ce programme s'articule autour non seulement du parrainage, mais aussi de la découverte de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'aller dans les lycées et d'aller dans les classes, il s'agit aussi d'ouvrir l'entreprise. Et donc, on a des programmes de stage pendant 6 semaines, par exemple pour les BTS, où on accueille des jeunes, on les forme pendant les stages sur un certain nombre d'outils dont ils vont avoir besoin sur leur vie professionnelle. Et enfin, il y a un paramètre qui est important aussi dans ce dispositif des lycées de la réussite, vraiment sur lequel on est opérateur, c'est un programme qui est opéré par KPMG, c'est l'idée de travailler avec les enseignants. Et donc, on a toute une brique qui s'articule sur la formation des enseignants. Parce que très souvent, dans des établissements en quartier prioritaire de la ville, sur des lycées professionnels, les enseignants nous disent qu'ils se sentent souvent un peu seuls, qu'il manque un peu d'outils sur la gestion de projet, sur la gestion du stress, sur le développement personnel, l'accompagnement des jeunes. Et donc, nous, on mobilise aussi des coachs pour accompagner les enseignants. Et enfin, ce que j'ai envie de souligner aussi dans ce dispositif des lycées de la réussite, c'est que c'est qu'une brique dans un accompagnement plus global et dans une mission plus globale. Il ne s'agit pas pour l'entreprise de dire « j'ai fait ma part », sur des sujets d'échelle aussi importants. Il ne s'agit pas de dire j'ai fait ma part et donc advienne que pourra sur les autres entreprises ou sur le reste de la société. On est humblement contributeur sur ce programme-là et sur ce dispositif-là pour favoriser l'insertion des jeunes, mais on est aussi dans une perspective d'avoir une approche collective. On ne va pas résoudre ces enjeux d'égalité des chances en y allant entreprise par entreprise, sans vision globale de ce que peuvent faire les entreprises réunies sur ces questions-là. Et justement, Khalid, dans le monde professionnel, que peuvent faire les entreprises, en plus des lycées de la réussite? Comment peut-on accompagner la transformation culturelle et faire avancer les politiques de recrutement? Je suis content que vous me posiez cette question parce que, à titre personnel, moi, je sais ce que c'est que d'envoyer 300 CV et d'avoir 5 réponses. C'est pas agréable. Et c'est qu'une partie de l'enjeu. On a des enjeux, comme le disait Tony, de recrutement inclusif. Nous, on travaille avec des acteurs de terrain, par exemple la Fondation Mosaïque RH, qui accompagne les entreprises sur ces questions de recrutement inclusif. Mais le recrutement ne fait pas tout. Une fois qu'on a recruté des profils, quelle que soit leur diversité, la question, c'est comment on les fait grandir en interne, comment on arrive aussi à travailler sur les représentations. Et ça, je trouve que l'entreprise a un vrai rôle à jouer là-dessus, parce que très souvent, les jeunes qu'on reçoit dans l'entreprise nous disent en fait, je vois pas beaucoup de gens qui me ressemblent aussi, en fait, sur ces enjeux-là. Et je parle pas que de KPMG, je parle des entreprises de manière générale, parce qu'on observe souvent cet enjeu de la représentation en entreprise qui est hyper importante. Les jeunes ont besoin de se projeter. Les jeunes ont besoin de voir des gens qui leur ressemblent occuper des postes à responsabilité. Et c'est là où l'entreprise a aussi un rôle à jouer. Et c'est là où les dispositifs d'accompagnement sur les lycées de la réussite ou sur nos programmes égalité des chances se complètent avec des dispositifs plus internes de formation, déjà,
mais pas que des recruteurs. Il ne s'agit pas juste de former les personnes qui recrutent, il s'agit de former aussi à tous les niveaux de l'entreprise sur les biais cognitifs, sur comment on est plus inclusif en équipe, sur, par exemple, comment on accueille des personnes neurodivergentes, sur des mécanismes de réunion qui permettent d'être plus inclusifs pour ces profils-là, etc., etc. Et enfin, je dirais qu'un des axes aussi pour les entreprises là-dessus, c'est d'oser la mesure. Voilà. Pour progresser, il faut mesurer. Il faut savoir d'où on part sur ces questions-là d'inclusion et d'égalité des chances. Nous, il y a 2 ans, au niveau de KPMG, on a lancé ce qu'on appelait un baromètre de la diversité et de l'inclusion. Et l'objectif, c'était justement de faire un état des lieux sur où on en est justement sur le recrutement inclusif, où on en est sur le sentiment d'inclusion des personnes en fonction de leur origine sociale, leur origine géographique, leur genre, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, etc. Pour se dire, faisons une cartographie de l'état des lieux et surtout, comme vous le disiez, Tony, mesurer pour mesurer, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut derrière un plan d'action qui permette de partir des éléments qu'on a constatés et de définir des objectifs qu'on peut se fixer. Et je pense que l'entreprise a encore une marge de progrès sur ces questions-là. Il faut être très humble face à ces enjeux d'égalité des chances et assumer aussi parfois d'être un peu courageux et d'y aller de manière plus directe. Mehdi Cornillet, je reviens vers vous. Khalid Dima a parlé brièvement des soft skills, ces compétences de savoir-être qui se complètent au savoir-faire. Hein. C'est bien parler, savoir s'habiller, avoir un entretien, gérer son budget. Il me semble que vous avez intégré l'apprentissage de ces compétences-là dans le cadre de votre Empower College. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire et essentiel pour permettre un meilleur accès à l'emploi ? C'est une condition nécessaire et pas suffisante, mais encore faut-il déjà valider les conditions nécessaires. Et comme l'a dit Khalil, effectivement, soft skill, le terme, je pense, est peut-être moins vrai aujourd'hui parce que c'est au cœur du travail que de savoir s'habiller. Typiquement, j'ai construit mon programme aussi à la rencontre de ces lycéens qu'on avait, mais quand j'ai un lycéen qui en entretien se pointe en jogging, bon, il y a peut-être quelques cours d'habillement à faire. Alors, je suis peut-être le seul pas en costard parmi les invités, mais il y a un entre-deux à savoir gérer. En fait, ce qu'on remarque sur ce public-là, c'est d'une part que, effectivement, le niveau de langue est moins développé. J'en reviens à ce que disait Tony au début, c'est que le niveau de langue est moins développé. Et je prends exemple sur le grand classique dans ces familles qui est à 20h, on regarde le JT et tout le monde se tait. Et encore, ça c'est quand on regarde le JT et pas une autre chaîne de télé. Et ça, c'est quelque chose qui a été très commun. Et là, en dehors de la figure politique qu'elle représente, quand j'avais 14 ans, j'avais lu un bouquin de Rachida Dati sur sa biographie qui disait « Chez moi, c'est 20h, on regarde la télé et on ferme sa bouche. » Avec d'autres termes, évidemment. Chez moi, c'était la même chose. Et donc, on a aussi une exposition à une richesse de langage qui n'est pas la même chez soi. Déjà, quand nos parents parlent un français approximatif, c'est toujours un peu plus compliqué de pouvoir se projeter vers d'autres personnes. Et pour rebondir sur ce que disait Khalil, il y a un élément que j'ai apprécié, c'est de donner des trajectoires qui nous ressemblent. Mais c'est aussi de faire en sorte que celui qui ne nous ressemble pas ne nous semble pas inatteignable. Par exemple, nous, on a mis au cœur du programme la dimension d'un mentorat à la fois étudiant et professionnel, où chaque étudiant a 2 mentors. Et dans mon mentorat, dans mon matching entre mentoré et mentor, j'ai cette coquetterie, malice, de m'amuser à matcher des profils qui ne se ressemblent pas du tout. Par exemple, je vais m'amuser à allier alors un étudiant sur le mentor professionnel, par exemple, j'ai envie d'avoir un mentor qui lui ressemble pas mal et l'autre qui ne lui ressemble pas du tout. Je pense que j'ai 2/3 de mentors chez moi qui n'ont pas de parcours d'ascension sociale. Chaque étudiant aura un mentor qui n'a pas ce parcours-là, parce que c'est aussi très chouette de pouvoir partager des éléments sur son parcours et de s'ouvrir à l'autre et de finalement montrer que certes, des gens ne nous ressemblent absolument pas, mais que leur parler n'est pas un sujet. Quand j'étais au lycée, quand j'avais des parents d'amis qui étaient ingénieurs, cadres de grands groupes, etc., j'osais à peine leur parler. Pour eux, je devais être un énorme teubé et inversement. Donc je me disais non, je peux pas, c'est pas pour moi, je me projette pas dans le fait d'avoir une discussion pertinente avec eux. Et c'est en ce sens aussi que on a ce principe en pensant que ceux qui s'engagent sont ceux qui sont issus de ces parcours-là. Mais en fait, pas du tout.
Chacun dans cette salle peut s'engager à son échelle. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Sinon, a priori, vous ne serez pas dans ce public en train d'écouter notre discussion. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, sur les enseignements complémentaires que l'on attelle, l'expression orale passe par des ateliers d'éloquence. C'est une compétence très importante. Et l'éloquence a cette capacité à gamifier l'expression orale, à ne pas être dans de la correction de posture, mais être dans un jeu. Ce qui rend le tout très chouette. On a aussi des matières qui sont parfois oubliées au lycée. Alors, la réforme de lycée l'a introduite avec une option qui est l'option de la géopolitique. Mais aujourd'hui, si on envisage, alors j'aime bien l'expression rousseauiste de l'honnête homme, si on veut être un honnête homme du 21e siècle, on a cette nécessité de comprendre les enjeux qui nous entourent, des enjeux géoéconomiques et des enjeux géopolitiques. Alors qu'aujourd'hui, on voit une tonne de jeunes, quand on a des discussions géopolitiques, parce que forcément l'actualité percute ce que peuvent dire nos futurs étudiants, on voit qu'il y a une capacité et un devoir de mémoire, d'histoire et de savoir d'où l'on vient et en quoi tous les enjeux que l'on voit se percuter autour de nous font sens et s'inscrivent dans un temps un peu plus long que le dernier tweet, le dernier TikTok. Et ça, c'est un vrai sujet qui pour nous est majeur. Et donc, on a des ateliers de géopolitique qui sont obligatoires. Également, on a un vrai sujet qui, pour le coup, concerne tout le monde et pas ceux uniquement qui sont dans mon public Empower College, c'est la maîtrise des outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en post-bac, bac plus 1, bac plus 2, on a des écoles qui ont fait ce choix de bannir ces outils, d'autres qui ont fait le choix de les adopter. On voit que finalement, celles qui les bannissent reviennent dessus et permettent à tous de les utiliser. C'est un truc très bête, mais dans des lycées privés parisiens, on a peut-être un parent sur deux qui a un abonnement à ChatGPT, Midjourney, etc. Quand je vais dans un lycée à Trappes, on ne sait à peine ce que c'est que ChatGPT, Midjourney. Et donc, tous ces enjeux de maîtrise des outils qui permettent d'augmenter la productivité de chacun sont hyper importants, surtout que quand on leur met ça, ils adorent. Enfin, quand on va dans des classes de lycée et qu'on leur dit « Allez, je vous donne mes identifiants ChatGPT, connectez-vous dessus, alors faites gaffe à pas tout mettre en même temps. » Donc, voilà. Mais ils adorent. Et c'est aussi cette capacité à aller chercher ce qui n'est pas dans le programme du BTS qui fait sens. Et j'en viens peut-être à la question sur l'école. Finalement, ce qui fait l'ascension sociale, c'est ce qui n'est pas dans le programme. Et ça, c'est le vrai sujet, c'est qu'un prof, il est là pour répondre à son programme. Mais faire une ascension sociale, saisir ses chances de grimper sur cette échelle, le prof, au fond, son métier, c'est d'avoir des bons élèves en français, en mathématiques. Le prof ne se projette pas dans l'entreprise et parfois il n'aime pas l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet qu'on va peut-être pas ouvrir ici, mais en tout cas, le fait que les entreprises viennent dans les écoles dire non, nous ne sommes pas le grand méchant loup, et en fait, on est créateur de débouchés géniaux pour vos élèves. C'est aussi un truc qui, pour moi, importe beaucoup. Un des autres moyens utilisés pour favoriser l'égalité des chances est la discrimination positive dans les écoles, dans les entreprises, avec les quotas, les places réservées, le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Est-ce que c'est une mesure qui marche, Tony Bernard ? Ça dépend, on ne peut pas répondre oui ou non à cela, ça dépend sur quel sujet. Les discriminations positives, il y en a dans plein de domaines. Les zones d'éducation prioritaire, c'est une forme de discrimination positive, par exemple. Et là, les effets sont pas flagrants. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude qui a mesuré l'impact des zones d'éducation prioritaire au collège et qui montre, la DEP et la Cour des comptes, et qui montre que les élèves issus de ces établissements, de ces collèges, ne rattrapent pas complètement leur retard et continuent à être en dessous du niveau de ceux qui ne sont pas dans ces établissements. En revanche, l'évaluation montre que ça permet de contenir quand même la concentration des problématiques sociales. En gros, si on n'avait pas fait ça, ça aurait été pire. Après, il y a évidemment toutes les politiques de quotas. Vous avez cité l'égalité femmes-hommes, la loi Copé-Zimmermann, ça fonctionne. Et parfois, il faut pouvoir imposer par la loi des objectifs ou des quotas. Et évidemment, ça fait évoluer la société. Alors, c'est soit la loi qui fait évoluer la société, soit c'est l'inverse. C'est la société qui amène la loi à évoluer. Parfois, en effet, mon collègue le disait il y a quelques instants, il faut pouvoir aussi être courageux
sur ces enjeux de diversité. Et dans le monde de l'entreprise, à côté de l'égalité femmes-hommes, il y a plein de dispositifs qui peuvent permettre de favoriser des discriminations positives. Il y a par exemple les appels à projets d'investissement dans les compétences qui permettent d'accompagner financièrement. Et donc, évidemment, le financier est un levier qui facilite ces pratiques et qui permet d'accompagner les entreprises qui travaillent avec des publics éloignés de l'emploi. Et ensuite, en fonction des diversités, évidemment, c'est plus ou moins facile de s'en saisir. Alors, égalité femmes-hommes, c'est très facile. La diversité géographique, c'est facile. En tout cas, c'est facile. La diversité géographique, c'est facile. On va traiter des QPV, on va traiter des territoires ruraux. Et puis, il y a certaines diversités plus complexes à mesurer, la diversité sociale et puis ensuite la diversité ethnique. Dans un pays où les statistiques ethniques sont réglementées, les entreprises ont parfois du mal à se saisir de la question, alors que tout n'est pas interdit. Ce qui est interdit, ça a été posé par le Conseil constitutionnel en 2007, c'est d'abord l'interdiction des traitements de données à caractère personnel qui désignent directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes, et puis c'est l'introduction de variables de race ou de religion dans les fichiers administratifs. À part ça, les statistiques publiques peuvent se baser sur, par exemple, des données objectives comme le nom, comme l'origine géographique, comme la nationalité antérieure à la nationalité française. Ça, c'est des données objectives. Et puis des données subjectives, tout à l'heure on en parlait, sur le ressenti en fait, d'appartenance. Trajectoire et origine, par exemple, travaille sur les données subjectives. Donc, est-ce que ça marche ? Ça dépend, mais en tout cas, il y a des effets positifs lorsqu'on propose des objectifs, comme c'est le cas pour l'égalité femmes-hommes, pour faire évoluer parfois, par la loi, une partie de la population qui serait sous-représentée en entreprise. Mehdi Cordier, je voudrais vous poser la même question au regard de votre parcours à la fois personnel et à la fois de votre projet professionnel, effectivement, dans Power College. Quel est votre regard sur justement cette discrimination positive ? C'est la solution de facilité. C'est-à-dire que finalement, on aura tout essayé et on veut trouver une manière plus simple de résoudre le problème. On veut avoir tel quota de boursiers dans telle école. Hop, on fait ça et ça nous permet de plus trop regarder ce qu'il y a en amont. Je suis complètement opposé à ça. Et alors, il y a une forme de biais du survivant parce que vous allez voir des boursiers qui ont intégré ces grandes écoles. Quasiment tous sont opposés à ça en se disant « j'ai réussi ce concours, on va pas m'enlever le mérite de l'avoir fait, et si je l'ai fait, les autres peuvent le faire ». Donc ça, c'est un premier élément tout à fait personnel, je le reconnais, qui aussi influence mon regard sur ça. Après, il y a le sujet de la réponse qu'on veut apporter à cette absence de diversité dans les grandes écoles qui aujourd'hui sont devenues une forme de photocopieuse sociale. On prend les classes sociales des parents et puis on prend celles des enfants et finalement on n'y est pas, à quelques exceptions près, on y parvient. Le vrai sujet de la discrimination positive, c'est de savoir finalement quelle mécanique permet de compenser le tout. Alors il y a des solutions qu'on a au collège, au lycée. On a eu dans le monde des grandes écoles de commerce l'introduction de mesures qui ne sont pas à proprement parler de la discrimination positive, mais d'opportunités supplémentaires d'intégrer des écoles, à travers notamment, je crois que c'est l'ESSEC qui a fait ça il y a 2 ans, le fait de dire on déclare les 30 premiers non admissibles boursiers admissibles, ils passent les euros, parce qu'ils ont peut-être d'autres compétences à montrer aux euros, par contre, ils conservent leur retard, et donc ils n'ont pas de bonus à proprement parler qui leur permet d'intégrer l'école, mais on va chercher des parcours qui sont peut-être un peu différents, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité aussi, c'est qu'à l'entretien de personnalité, quand on vient d'un milieu social populaire, on a un bonus qui n'est pas indiqué en tant que tel. Mais mes potes boursiers, moi, quand on passait les entretiens de personnalité, quand on était originaire de Trappes ou autre, on a une forme de complaisance du jury qui se dit « Ah, ce parcours, il est quand même pas mal. Donc, automatiquement, je vais peut-être ajouter 2, 3, 4 points sur une matière comme l'entretien de personnalité qui peut compter pour 10 à 25% de la note totale du concours quand on cumule écrit et oral. » Donc, on a une forme de discrimination positive qui existe déjà à travers le parcours et peut-être à travers le fait de ne pas avoir le même discours que tous ceux qui disent alors moi, au lycée, je suis parti en échange en Grande-Bretagne. Super, on l'a entendu 50 milliards de fois. Quand on dit moi, au lycée, je faisais du foot en banlieue avec mes potes, c'est très différent et c'est même rafraîchissant. Et pour être aujourd'hui de l'autre côté en tant que juré de concours d'entrée dans des écoles de commerce, que ce soit HEC, Neoma, BSB, etc.,
je valide. On a complètement ce biais-là côté juré où on va apprécier, entendre ces discours un peu différents et on l'applique automatiquement. La solution de la discrimination positive, c'est aussi une réponse pour se dire, aujourd'hui, on regarde les statistiques d'entrée au concours et une stat que j'aimais beaucoup, qui était publique à l'époque, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, c'était le nombre de boursiers parmi les admissibles et les admis. Donc, admissible, c'est vous avez passé le seuil aux écrits et donc vous pouvez passer les oraux. Admis, c'est vous avez franchi, vous avez réussi après votre oral à intégrer l'école. Dans une école comme HEC, à l'époque, on avait 380 intégrés pour 700 admissibles. Le taux de réussite des oraux chez les non-boursiers était à peu près de 62-63%. À Ginette, c'était 90%. À Danielou, c'était 95%. Grosso modo, tous les admissibles étaient admis. Si vous mesuriez le tout dans les prépas de province hors grande ville, donc Brémontier à Besançon, Louis Tullier à Amiens, qui présentent quelques admissibles ça ou là, on arrive à moins de 25%. Donc, quels critères on met Est-ce qu'on va dire boursier, pas boursier ? Ben non. Les étudiants qui viennent de Tullier à Amiens, de Brémontier, d'Angers, de Brest, Kérichen, n'ont pas de parents boursiers, n'ont pas de profs qui sont initiés à ces épreuves-là. Et même, à titre personnel, je venais d'une petite prépa versée qui s'appelait le lycée La Bruyère, donc la petite prépa au milieu de Auch, Grandchamp, Ginette, etc. Notre prof ne savait même pas quelles étaient les règles du triptyque. Et donc, moi, je débarque en tant qu'observateur. C'est un rôle où on voit des gens débattre et on doit commenter le débat. Je commence à parler. Le premier membre du jury me dit mais monsieur, en fait, c'est nous qui posons les questions. Alors que mon prof de prépa m'a dit que je devais introduire le discours. Première question, quelle est la couleur de la cravate du premier répondant ? Je ne savais rien, j'ai dit bleu, il me répond, mais il n'avait pas de cravate. Parce que dans les lycées parisiens, on sait qu'il faut regarder ça. Et moi, j'entendais les ricanements derrière parce que c'est retransmis en live. Je vous assure que là, vous sentez la discrimination de prépa quand vous passez les oraux. Et donc, quels critères on appliquerait pour cette discrimination positive ? Et je pense que c'est aussi un vrai danger parce qu'on parle beaucoup d'égalité des chances à travers le prisme effectivement des origines, des quartiers prioritaires ou autres, mais il y a un vrai facteur qu'on oublie réellement, c'est les territoires. C'est-à-dire que moi j'ai grandi à Trappes. Trappes, c'est à 15 km de Jean Jaurès. Donc, dans mes sorties vélo, je savais ce que c'était HEC parce que j'y suis passé devant. Quand on grandit au fin fond de la Creuse, sans mépriser les Creusois, on a beaucoup moins d'opportunités de voir ce que c'est une grande école. Et de même, les associations n'ont pas cette capacité à aller engager des actions dessus. Donc, quels critères on met ? La discrimination positive, c'est pour moi un débat qui nous permet d'ouvrir l'ensemble du champ qu'on vient d'aborder là, mais il n'y a pas de réponse simple à apporter parce qu'il y a toujours des effets d'aubaine. Par exemple, si on donne des points bonus aux boursiers, on va avoir des étudiants dont les parents divorcent opportunément avant et puis qui s'affilient. Ça s'est déjà fait. Avant, on avait aussi à l'époque la voie ECT qui était économique et commerciale option technologique. On avait des parents qui, dès la première, parce que les concours ECT sont réputés plus simples que CS, ECE, les maths sont plus faciles et la moyenne étant de 10 sur chaque épreuve, sur les matières spécifiques comme économie droit, il était plus simple d'avoir un 15, 16, 17 qu'en géopolitique parce que les profils n'étaient pas les mêmes. Et on avait des parents qui faisaient passer leurs enfants dans des lycées privés en terminale technologique alors qu'ils avaient tout à fait le niveau pour être en voie scientifique, pour profiter de cette forme de discrimination positive pour la filière ECT. Donc on ouvre tout un débat et on ouvre aussi en segmentant de manière très précise le tout, on ouvre des techniques d'évitement qui sont très bien maîtrisées par ceux qui connaissent les rouages du système et qui vont en profiter. Donc c'est pour ça que moi je suis opposé à ça, mais à 10 000%. Et je pense qu'agir en amont, c'est la meilleure des manières d'éviter ce type d'effet d'aubaine. Bon, Mehdi, on aura compris votre point de vue. Pardon, juste peut-être pour rebondir, parce que sur les passages accélérés aux grandes écoles, je suis d'accord sur le fait que en fait, ça ne change pas le système. Et que si on mesure l'impact des programmes, par exemple pour Sciences Po, qui favorisent les élèves des quartiers prioritaires, c'est 200 personnes par an, 200 dans une promo. Évidemment, l'impact sera positif, donc on se rendra compte à plusieurs années que ça va leur permettre d'avoir un emploi de cadre, qui vont avoir une vie agréable, qu'ils ont augmenté leurs relations sociales. En revanche, ça ne changera pas le système. Et donc, on milite beaucoup, on croit beaucoup à l'impact tank, à l'utilisation de la mesure d'impact, non pas seulement pour mesurer les effets positifs de tel ou tel programme à l'échelle locale, mais aussi pour
qu'on puisse comprendre pourquoi les besoins sociaux persistent et alimenter des actions de plaidoyer. C'est pour ça que dans nos rapports, il y a aussi du plaidoyer pour pouvoir changer les règles et pas se cantonner aux quelques exceptions que permettent d'avoir les programmes d'accès aux grandes écoles. Et surtout, le vrai sujet, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, c'est que finalement, c'est pas le fait d'avoir l'ESSEC au lieu de l'ESCP, ou l'EDEC au lieu d'Audencia, ou Neoma au lieu de Kedge qui va changer grand-chose. C'est le fait de connaître ces opportunités-là, parce qu'in fine, avoir telle école ou telle école à un point près, on s'en fiche, c'est pas l'enjeu. À partir du moment où on sait ce que sont ces grandes écoles ou ces filières universitaires sélectives, YET, c'est déjà très bien. Et c'est pas en pensant qu'en rajoutant un micro bonus à l'admission qu'on change les choses. Ça joue en amont. Si tant est que, si je peux me permettre, si tant est que justement les entreprises prennent aussi leur part et jouent leur rôle jusqu'au bout. C'est typiquement hyper important sur ces questions-là de ne pas tomber dans le biais de sectoriser. C'est-à-dire, la discrimination positive, c'est aussi l'idée justement de fixer des critères. Et donc, selon la loi, je crois qu'il y a 25 ou 26 facteurs de discrimination. Et en fait, on rentre dans un débat où on va aller chercher des étiquettes sur chaque individu. Et c'est tout de suite plus compliqué, alors que les questions d'inclusion, justement, elles sont holistiques. Et côté entreprise, l'objectif, c'est de se dire, justement, est-ce qu'aujourd'hui, pour une entreprise, l'enjeu, c'est toujours de recruter dans X grandes écoles ou pas? Ou est-ce que c'est l'idée d'ouvrir un recrutement peut-être pour aller chercher des talents où ils sont? On entend souvent des chefs d'entreprise, petites ou grandes, dire oui, il y a une pénurie de talents. Nous, des talents, on en voit au quotidien dans les lycées qu'on accompagne, quand on soutient des dispositifs d'égalité des chances. Et en fait, justement, la vraie question, c'est comment ça se fait que ce vivier de talents, très souvent, rencontre des difficultés pour intégrer le monde de l'entreprise, parce qu'il se heurte aussi à ces critères d'école et d'autres critères, notamment sociaux, qui viennent entraver leur capacité à s'intégrer dans ces entreprises. Et je pense que c'est là où l'entreprise a ce rôle qui est hyper important, de se dire, demain, dans une société inclusive et dans une entreprise inclusive, comment on fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de la discrimination positive et que chaque personne qui répond aux exigences d'un poste puisse le trouver et l'intégrer sans qu'on ait à mettre X ou Y étiquette. Et typiquement, les programmes estampillés égalité des chances en entreprise, très souvent, on a des jeunes qui nous disent j'aimerais pas trop non plus que ça se sache finalement. Pourquoi je garderais cette étiquette au bout de 10 ans dans l'entreprise, de garder l'étiquette de j'ai fait le programme égalité des chances en 2007. Ça n'a plus vraiment de sens. Et je rejoins totalement ce que disait Mehdi. Moi, je pense qu'on doit intégrer ces questions-là, pas avec la petite lorgnette, mais avec une vision vraiment holistique. Et on sait qu'en France, on a des questions d'inclusion qui ne se limitent pas au sujet d'égalité des chances ou aux entreprises. C'est vraiment comment on intègre toutes et tous dans notre société. C'est beaucoup plus large que les questions de discrimination positive. Merci à tous les trois. Notre émission touche à sa fin pour la partie table ronde. J'ai encore une dernière question pour vous, Tony Bernard. Pour conclure, en quoi, selon vous, l'égalité des chances a des impacts jusque dans notre cohésion sociale ? Oui, il y a un sujet qui a fait qu'on a voulu lancer ce groupe de travail sur l'égalité des chances. C'est le sujet en particulier de la mixité sociale dans les établissements. La loi de 2013 sur la refondation et la programmation de l'école de la République donne la mixité sociale comme l'un des objectifs de l'école. Et son décret d'application en 2014 a lancé une expérimentation dans 48 départements. Pour favoriser plus de mixité. Et une évaluation a été réalisée par des chercheurs du LIEP et de l'EHESS, dont Julien Grenet, en 2022, qui montre que la mixité sociale dans les établissements n'a absolument aucun impact sur la réussite scolaire. C'est souvent la raison qui explique que les familles favorisées ont peur de la mixité sociale parce qu'ils ont peur que ça fasse baisser le niveau des élèves. Or, cette évaluation montre que ça n'a strictement aucun effet. Il y a quelques nuances, mais en tout cas, pour aller vite, il y a peu d'effets. En revanche, ça a beaucoup d'effets et beaucoup d'impact sur la connaissance de l'autre, sur le sentiment de sécurité dans la classe, sur le climat scolaire qui s'apaise, et finalement, en fait, sur la construction du vivre ensemble et notre cohésion sociale. Et quand j'ai découvert ces évaluations, j'ai voulu lancer ce groupe de travail, et puis lancer un deuxième sur la diversité en entreprise, parce que je pense que
tant à l'école qu'à l'entreprise, la diversité dans le monde de l'entreprise, c'est aussi un sujet de fabrique du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et donc, je pense que l'entreprise, elle a un vrai rôle politique à jouer sur l'apaisement des tensions aussi dans le pays. C'est en fabriquant plus de diversité et en favorisant plus de mixité tant à l'école que de diversité dans le recrutement. Notre table ronde touche à sa fin. Un grand merci. Vous remerciez vous aussi le public, qui remercie effectivement les différentes personnes qui travaillent autour de la radio KPMG. On vous propose effectivement de retrouver toutes nos émissions, notamment l'économie autrement, sur l'application Radio KPMG qui est téléchargeable sur toutes les bonnes applications, toutes les bonnes crèmeries, l'Apple Store, le Google Play, mais toutes les plateformes numériques habituelles. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle édition de l'économie autrement et on vous souhaite à tous effectivement une belle pause estivale. À bientôt sur les ondes et puis Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.